Donc aujourd'hui, on va parler d'accessibilité et on va numérique spécifiquement. Et donc effectivement, on va vous présenter un petit peu ce que c'est et puis l'idée c'est de vous faire comprendre en quoi aussi c'est important pour votre organisation. Donc moi c'est Julie, donc je suis directrice projet et conseil à l'agence et donc Eh ben, moi, c'est Pierre, du coup, et je suis développeur à l'agence. et bienvenue, c'est ton premier live. Oui, en effet, merci beaucoup. Donc, content d'être là pour le premier live Ouais. que je fais, Parfait. ma Désolée si foi. je t'ai mis dans un état de stress parce qu'on commence 10 minutes en retard et que je suis arrivée en Bah courant. non, pas spécialement, ça m'a permis de me poser, tu Ok, très sais, bien. genre, voilà, de Parfait. revoir les slides, de me préparer un peu, donc c'est bien. Ok, parfait, très bien. Donc, concept image, pour ceux qui connaissent pas, pour ceux dont ce sera le premier live, on est donc une agence de communication digitale, on est basé à Rennes depuis un petit peu plus de 15 ans, on est une quinzaine de personnes. Et donc, on travaille tout support, à la fois digital, développement, application, site internet, on fait de la vidéo, on fait des supports imprimés, et puis on fait aussi de la stratégie de marque un peu plus dans son ensemble. Et donc, de la com et des chouquettes, c'est notre média. On peut l'appeler comme ça. C'est une boîte dans laquelle on met plein de ressources autour des sujets de la communication et du digital. Des lives comme celui qu'on fait là présentement, on en fait un par mois. Mm. Et puis en complément, vous avez aussi des articles de blog, on fait aussi des podcasts. Donc voilà, on a plein de sujets, on traite plein de sujets différents. Et l'idée, c'est de vous partager, nous aussi, ce que l'on connaît, d'échanger avec vous, notamment à travers ce live, et puis de traiter parfois des sujets un peu de fond, et puis parfois des sujets très d'actualité. Voilà. Vous êtes sur Twitch. Donc pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui découvrent encore un petit peu, vous n'avez pas besoin de compte pour accéder au live. Vous aurez juste besoin d'un compte pour interagir dans le chat. Donc moi je vous invite à le faire. Comme ça, c'est assez rapide là, vous pouvez le faire maintenant. Au pire, vous perdez juste quelques secondes de ce qu'on est en train de se dire, mais on est encore dans l'intro, donc c'est bon. Nous, on va vous poser pas mal de questions tout au long du live. Donc c'est vrai que c'est aussi plus agréable pour nous si vous nous répondez. C'est sympa un peu, ça Voilà, fait de l'interaction, on va dire. exactement, c'est ça. Donc déjà, est-ce que juste vous pouvez nous confirmer si vous nous entendez bien, et Pierre et moi, si vous nous voyez bien, si à la technique tout est OK, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Voilà, et puis on va pouvoir commencer le sujet. En effet. Allez, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler d'accessibilité numérique. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Voici une petite image pour comprendre un petit peu. En fait, vous voyez, quand vous allez dans les magasins, quand vous prenez le bus, etc., vous avez une rampe pour personnes à mobilité réduite. Ça permet en fait aux personnes en fauteuil roulant de entrer dans le magasin. En fait, l'accessibilité version numérique, c'est un petit peu le même principe. C'est un peu léger là. Enfin, en fait, les handicaps, il y en a plein. On va voir ça un peu après. Mais il y a plein de handicaps différents. Donc là, l'image de la rampe, c'est surtout pour vous donner quelque chose d'un peu concret dans le quotidien. Ouais, sur lequel se brancher, on va dire. Voilà, exactement, c'est ça. Euh, donc, c'est vraiment comment rendre accessible votre site pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la définition officielle qui est donnée par le RGAA. Donc le RGAA, c'est, je lis parce que je m'excuse, Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc c'est l'instance officielle en Française, ouais. France, voilà exactement, qui permet de contrôler un petit peu tout ça, qui met en place, qui dicte les bonnes pratiques Oui, en effet. et qui, on va en parler un petit peu après aussi, met en place des obligations qui donc aussi peut sanctionner, mais en tout cas qui est là déjà pour dicter comment faire. Et donner les critères de base, ce genre de choses. Ouais, Mm. exactement, c'est ça. Euh, et donc c'est un sujet qui date quand même parce que Ouais. depuis 2012 déjà,
les sites publics doivent être accessibles et conformes à l'ensemble des critères donc, de RGAA. Et puis c'est une obligation qui va arriver mi-2025 pour une partie cette fois des sociétés privées. Donc pour relire précisément cette définition, donc l'accessibilité numérique, ça consiste donc à rendre les contenus et les services numériques compréhensibles et utilisables par les personnes en situation de handicap. Et oui, parce que peut-être que vous ne posiez pas la question. C'est possible d'avoir des difficultés à consulter un site internet ou une application. Euh, Clairement, toute personne qui est exposée à une situation de handicap, forcément, aurait déjà répondu oui à cette question. En effet. Mais pour d'autres, quand c'est pas dans notre quotidien, on s'en rend pas forcément compte. Et donc, oui, plein, comme j'étais en train de vous dire. Et merci pour vos petits messages. Je regarde le chat en même temps. Tout est OK, c'est parfait. Super. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de situations où vous imaginez que l'accessibilité numérique est nécessaire? Allez-y, vous pouvez mettre un petit commentaire dans le chat, puis je vais te poser la question, Pierre. D'accord. Moi, je pense que l'accessibilité numérique, elle est nécessaire surtout pour tout ce qui est quand tu as quelque chose qui un petit peu genre met en jeu de l'argent, tu sais. Par exemple, si quelqu'un veut acheter, disons, un article sur un site en ligne type e-commerce, c'est important que la personne puisse aller dans le panier, valider sa commande, et ça, ben, sans souci, et quel que soit en fait le type de personne ou le type d'utilisateur qu'il fait, parce que sinon, vous risquez de perdre des clients en fait si ce n'est pas mis en place sur ce genre de site. Ouais, tout à fait. Mm. Ou en tout cas de rendre l'expérience très Beaucoup plus désagréable. désagréable, ouais. Ouais, exactement. Ok, t'as une autre situation? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Le site des impôts. On va en Oui, parler. On en parle après, on a mis ça dans les exemples, mais dans le sens où c'est une obligation aujourd'hui de passer par un service qui est dématérialisé. Mm. Mais quand on est obligé de faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas, c'est hyper frustrant. Puis je pense même c'est des sites qui ont plein d'informations qui sont vitales un petit peu dans la vie de tous les jours. Si on réussit pas à se connecter aussi des impôts, on peut pas être forcément au courant de comment bien les remplir, aussi les aides auxquelles on a le droit. Et ça, en fait, ça peut vraiment poser un souci à des personnes en situation de handicap, je pense. Ouais. Ok. Est-ce que... Donc oui, effectivement, on a un exemple, site des collectivités territoriales et les obligations, tout à fait. Ok. Alors du coup, l'accessibilité, mine de rien, ça couvre un spectre très large. Quand on pense accessibilité en général, quand on pense sur un site web, on se dit les personnes atteintes de troubles de la vue. Or, ça, c'est que une toute petite facette de tous les types de handicaps qui existent. C'est pareil, un handicap, ça va pas être forcément quelque chose qui va être constant. Parfois, ça va être quelque chose qui va être pendant le temps d'un court instant. Par exemple, imaginons quelqu'un qui soit comme moi et qui enlève ses lunettes, essaye de regarder un site, ça pourrait être considéré comme un handicap alors que j'aurais aucun souci avec mes lunettes de base. Ou quelqu'un qui a les mains qui sont pleines, même quelqu'un qui veut regarder votre site avec son téléphone en plein soleil un beau jour de juin, ça pourrait être considéré comme un handicap. Donc, ce qui est bien en fait, c'est que avec le fait que l'on couvre un peu tous les handicaps avec l'accessibilité, vous allez aussi couvrir, donc du coup, vous allez essayer de couvrir toutes ces facettes en fait de l'accessibilité ben, au large. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, on peut vraiment dire qu'au niveau de l'accessibilité, en effet, nous sommes donc tous concernés. L'accessibilité, ce n'est pas que pour les gens avec des handicaps dits lourds ou des handicaps visibles, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont des handicaps invisibles ou même des handicaps légers qui peuvent rendre un site web peut-être pas impossible à utiliser, mais en tout cas beaucoup plus compliqué. Donc pour ce live, on va avoir 3 objectifs. Numéro 1, vous montrer pourquoi l'accessibilité c'est un sujet important, autant pour vous que pour vos utilisateurs. Dans un deuxième point, on va essayer de mieux comprendre du coup certaines situations bloquantes. On va vous donner des exemples qu'on est allé un petit peu chercher partout sur tous les sites qu'on a trouvés un peu sur Internet. Et enfin, dans un troisième point, on va vous montrer aussi quelques exemples sur comment rendre votre site plus accessible. Voilà, et donc du coup, ouais, on a déjà le deuxième point,
si vous voulez, vous pouvez prendre 1 minute pour faire le point vous-même et donner une note à votre site sur à quel point vous pensez qu'il est bien en termes d'accessibilité. Donc de 1, pas accessible du tout, à 5, le top du top, vous pensez que personne n'aura aucun souci à utiliser votre site web. Nous, par exemple, je pense, on On peut s'est posé poser la la question. question ouais, avec le site Concept Image. Et alors, tu dirais combien? Toi qui as vraiment Euh, l'œil expert de l'accessibilité. alors, j'ai fait quelques tests. Ah, ok, ok. Ouais, et je dirais que là, le site qu'on a en cours, il est pas au top Ok. au niveau des normes, mais ça tombe bien parce qu'on est en train de travailler dessus en ce Tout moment, à et fait. normalement, la nouvelle version sera vachement mieux et vachement plus simple à naviguer Ouais, on va que essayer. l'ancienne. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que vous voulez nous dire, vous, ok, 2 sur 5, on a une personne qui nous dit 2 sur 5. Mm, Bon, après, bien sûr, hein, c'est ce que vous évaluez, hein, on n'est oui, pas en train de faire un audit précis. non. Après, le but, en vrai, niveau accessibilité, sera toujours d'essayer au moins d'avoir la moyenne. On reviendra un peu Ouais, tout à dessus. fait, C'est exactement. ça qui sera le plus important au niveau des normes de RGA françaises. Mm. 1 1 sur sur 5. 5. Ouais, effectivement. Donc, on est plutôt dans la moyenne Oui. basse, quoi. Après aussi, ce qu'il faut voir, c'est que vu que tout ce qui est normes d'accessibilité, en matière d'enforcement, surtout des normes, c'est quand même beaucoup plus récent pour beaucoup de personnes. Mm. Et on a aussi beaucoup de vieux sites qui ont été développés avant les nouvelles mises à jour aussi en termes Mm. d'accessibilité. Puisque maintenant, on a beaucoup plus de moyens de rendre les sites plus accessibles. Mm. On a certains blocs, certains éléments qui ont été créés spécifiquement pour ça, qui n'existaient peut-être pas forcément au temps où un site a été mis en ligne en fait. Ouais, ouais, ok. Et donc, du coup, c'est pour ça, je dirais aussi, plus un site est vieux en général, plus il va être compliqué Oui, à être accédé par des personnes en situation de handicap, ça c'est sûr. ouais. Ok. Alors, du coup, point 1, pourquoi Pourquoi c'est un c'est un sujet? sujet important? Mhm. Donc, pour ça, on a plusieurs raisons à vous donner sur pourquoi l'accessibilité c'est un sujet important. Et la raison numéro 1, la première, la plus évidente, c'est parce que c'est une obligation légale pour de nombreuses structures. Alors, qui réglemente l'accessibilité? En niveau mondial, on a les WCAG, qui sont les Web Content Accessibility Guidelines. Donc ça va vraiment être les guidelines pour, je dirais, tout le monde d'un point de vue global. C'est celles qui ont été mises en place par le Web Consortium, qui s'occupe un petit peu de s'assurer que les sites web soient toujours aux normes, pas qu'en matière d'accessibilité, mais aussi en matière, par exemple, d'écriture du code, ce genre de choses. Ok. Je ne vais pas trop m'enfoncer dedans. Donc, du coup, ils ont donné 3 types de critères différents, les WCAG. On a A, minimal, qui peut aller jusqu'à AAA pour un niveau d'accessibilité adapté à certains contextes. Donc ça va être le triple A pour les sites qui sont vraiment en direction de personnes en situation de handicap. Par exemple, un site en direction des personnes avec des déficiences visuelles, Ok. des déficiences auditives, ce genre de choses. Ok. Nous, en France, comme tu l'avais dit plus tôt, on a le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui se base lui-même en fait sur les normes AA du WCAG. Donc, le RGAA ne vous demandera pas Mm. d'être à 100% accessible. Il essaye d'être un petit peu conciliant entre un site accessible et un site qui reste quand même pratique à utiliser Mm. pour un peu tous les utilisateurs. Ensuite, qui a l'obligation de travailler sur son accessibilité numérique en France? Donc, en 2024, donc c'est en cours là Mm. maintenant tout de suite, on a les acteurs du secteur public depuis 2012 et on a aussi les entreprises privées dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 millions d'euros. Donc ça va surtout être les grosses entreprises Mm. françaises. Donc on pense vraiment des très très grosses entreprises du type Total. On peut même aussi penser peut-être par exemple le site de Microsoft en France. Mhm. Ce type de site du coup doit être accessible. En 2025, ça va arriver très vite, il vous reste un peu plus d'un mois, attention, Mhm. ça va être les entreprises privées de plus de 10 salariés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros. Donc là, on va tout de suite commencer à avoir des entreprises beaucoup plus moyennes et ça Mm. va commencer à toucher beaucoup plus de monde. C'est pour ça aussi qu'on a pas mal de nos clients qui s'inquiètent en ce moment d'être accessibles justement sur Mm. leur site, puisqu'ils voient les réglementations arriver vraiment très vite justement. Alors, quelles solutions sont concernées par cette obligation? C'est pas que les sites web.
On a bel et bien les sites internet, mais on a aussi les extranets, les applis mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Donc du coup, ça va vraiment être tout ce qui va toucher et vos clients, vos usagers Mm. et vos salariés et qui aura trait au numérique. Donc du coup, par exemple, une borne de gare sera aussi soumise aux normes d'accessibilité. Mm. Ou par exemple, une machine bancaire sera aussi soumise aux normes d'accessibilité. Après, nous, on est surtout sur tout ce qui est plutôt site web, Mm. donc on est un petit peu au front justement en matière d'accessibilité. Donc, vous avez plusieurs obligations. Pour chaque site ou service, vous devrez publier en ligne une déclaration d'accessibilité pour montrer que votre site est accessible, partiellement accessible ou non conforme. Et aussi afficher sur la page d'accueil le taux de conformité au RGAA. Donc ce taux doit être de 50% minimum, c'est pour ça que je disais, il faut viser la moyenne en termes d'accessibilité, c'est ça qui est important. Euh, Après, bien sûr, on ne vous demandera pas non plus de mettre un gros encart, oh, RGA, on est Mm. à genre 48%, on est à 52%. Vous pouvez très bien le mettre dans le footer. Et en général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre donc du coup leur lien déclaration d'accessibilité. Puis ensuite, à côté, ils vont mettre par exemple 50% partiellement conforme, ce genre de choses. Mm. Et juste comme ça fera parfaitement l'affaire. Et il faudra aussi donc du coup un moyen de contact pour permettre aux usagers de faire part de leurs difficultés et d'être accompagnés pour utiliser votre site si jamais ils bloquent vraiment sur une partie qu'ils jugent vitale de votre site internet. Donc l'obligation, pour bien comprendre, c'est pas d'être 100% conforme, Oui, c'est déjà de faire un audit pour connaître quelle est la note de votre site. c'est ça. C'est Et de faire ouais, un pas vers c'est ça, l'accessibilité. exactement. Et d'être quand même aussi partiellement conforme, à Oui, minima. oui, On va y venir après sur les critères de notation. en effet. Mais en tout cas, on ne cherche pas à être 100% conforme. Non. C'est pas la demande qui est faite aujourd'hui. Et l'audit, on va y venir aussi après, comment ça se déroule, comment ça fonctionne. Pareil, le RGA propose des choses. Oui. Donc on va vous expliquer comment il peut être fait. Avez-vous vu l'information pour le taux minimum de 50%? Alors oui, Mm. justement, on l'a vu et c'est de ça qu'on voulait parler en disant que vous n'avez pas besoin d'être 100% conforme. 100%, c'est vraiment une note, on va dire pour l'instant, c'est un peu le rêve pour beaucoup de sites. C'est pas forcément possible. Tant que vous êtes entre 50% et 100%, vous serez dans le vert. On ne dit pas que tous les sites seront à 50%, mais en général, les sites qui ont été quand même relativement bien développés n'auront pas à s'inquiéter. Mm. On a eu des sites ici qui ont demandé des audits d'accessibilité et qui ont passé directement la barre des 50% juste avec les premiers audits. Mm. Donc, c'est pas non plus quelque chose d'absolument impossible à avoir comme note. Et puis après, c'est un choix aussi stratégique de l'entreprise de se dire, ben moi par exemple, je suis à 60%. Est-ce qu'on se dit que 60 c'est bien ou pas? Ouais, C'est à chacun de décider et de se dire, bah non, j'ai quand même envie de faire des efforts pour tendre vers le 100, même si effectivement, comme on se dit, 100 est quand même assez difficile à obtenir. Ou juste, bah non, 60, moi je suis rentrée dans l'obligation légale, je m'arrête là. oui, Ça, c'est après à chacun de voir de ça un peu, choisir, oui, en exactement. effet. Alors, et donc du coup, pour votre entité aussi, il faudra publier un schéma pluriannuel de mise en accessibilité sur 3 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que le schéma pluriannuel? Ça va être un petit peu votre plan pour rendre votre site plus accessible sur 3 ans. Donc, par exemple, ça va être prévoir des évolutions, remplacer certaines parties du site, rendre votre contenu un peu plus accessible, par exemple, en mettant des sous-titres sous toutes les vidéos, Mm. en ajoutant des alternatives textuelles pour les images, en proposant peut-être du contenu qui soit plus adapté aux personnes en situation de surdité, ce genre de choses. Mm. Et donc tout ça, ça va être un petit peu, qu'est-ce que vous comptez mettre en place sur les 3 prochaines années pour rendre votre site, ben oui, en effet, plus accessible. On va vous donner des exemples un peu détaillés dans la partie 2 Oui, notamment. en effet. Et pour repréciser, une déclaration d'accessibilité, c'est une page sur votre site. C'est quelque chose de relativement simple. Mm. Il existe des modèles. Nous, on proposait aussi un modèle dans lequel, en fait, vous venez écrire du contenu et déclarer que vous avez fait l'audit.
En effet. C'est pas quelque chose à déposer auprès de la RGA, je crois pas, Non, hein. non, non. Donc voilà, c'est finalement et même le schéma, pluriannuel, c'est, un plan, C'est rajouté sur heu la même page, en exactement, fait. dans lequel vous vous engagez, à faire des évolutions. Donc on n'est pas sur quelque chose de trop lourd non plus parce que, ça peut faire un petit peu peur, Oui. ces mots. Mais, en fait, ça demande quand même du temps. De fait, c'est quand même des choses que vous allez devoir faire avec votre prestataire web. Mmh, Donc ça demande forcément aussi un budget. Mais c'est pas non plus, on part pas dans quelque chose qui est très lourd et très coûteux. mmh. Alors, ma question était dans le RGA. Je n'avais vu nulle part cette information en ce qui me concerne. Ben justement, le RGA cite qu'on a 3 types de conformité pour les sites. Mm. On va y revenir plus tard, mais on Ouais. peut déjà en parler un peu. Entre 0% et 49%, le site est jugé non conforme. Mm. Entre 50% et 99%, le site est jugé partiellement conforme. Et à 100%, le site est jugé conforme. Donc, c'est pour ça que l'on parle un petit peu justement d'être au-dessus de 50%. Le but, c'est d'être partiellement conforme, voire conforme avec 100%. Mm. Alors, revenons dessus. Quels sont les risques, du coup, si vous ne mettez pas en place votre schéma, si vous ne mettez pas en place cette nouvelle page sur Mm. votre site? Donc, le risque, ça va être une sanction de 50 000 euros par service public en ligne, sous vos soins. Donc, par exemple, si c'est un site web, ça va être 50 000 euros par site web. Oui, tout à fait. Si vous en avez plusieurs dans votre organisation. Oui. Et c'est pour ça qu'on disait, d'un point de vue budget, c'est pas non plus énorme. Et on peut vous assurer que le budget pour remettre votre site un peu plus accessible sera toujours en dessous, souvent du budget de 50 000 euros. C'est sûr, Yep. effectivement. Après, c'est un peu comme l'obligation des cookies, Oui, qui est quelque chose qui est déjà beaucoup plus ancré maintenant parce que ça fait plusieurs années qu'on a l'habitude, etc. mm, Là, l'accessibilité numérique, c'est un sujet qui existe déjà depuis longtemps, mais qui commence à un peu débarquer dans, on va dire, plus au niveau du grand public. Euh, donc, les sanctions sont là pour être prises, mais c'est comme les cookies, on est quand même peu inquiété. il y aura relativement peu de sanctions. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, parce qu'en fait, il faut être quand même réglo aussi par rapport aux Oui, demandes. bien Puis sûr. au-delà de l'obligation légale, c'est surtout pour vos utilisateurs. En tout cas, moi, je vois ça comme Ben ça. oui, oui. Le but, c'est de rendre les sites plus confortables à Mm, naviguer pour tout le monde, en ouais, fait. tout à fait. Et je crois que c'est notre point 2, non? Oui, Voilà, en effet. raison numéro 2. Ben, nous sommes tous concernés. Exactement, nous sommes tous concernés par ça. Parce que les personnes en situation de handicap, ça représente donc 12 millions de personnes en France. Mm, Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça peut être aussi des handicaps plus ponctuels. oui. On se casse un bras, je sais pas, on se casse le bras avec lequel on a l'habitude d'écrire. Bah là, on se rend compte que c'est quand même contraignant, alors dans la vie de tous les jours, mais aussi pour naviguer Faire des sur démarches en Internet. ligne. Voilà, Mm. exactement. Donc finalement, on est vraiment tous sujets à ça. Et donc, comme on disait un petit peu tout à l'heure, il y a, donc sur les 12 millions de personnes, les chiffres qui sont observés, c'est qu'il y a 20% où c'est des handicaps visibles et 80% qui sont des handicaps invisibles. Donc ça, on en parle aussi pas mal, hein. Il y a des campagnes de communication autour du handicap invisible. Donc c'est déjà deux choses un peu différentes. Et puis, ça peut être un handicap mental, visuel, auditif, comme tu expliquais, moteur. Ça peut être aussi de l'autisme ou des troubles du développement. Ça peut être psychique, ça peut être cognitif. Donc, vous voyez, il existe vraiment plein de choses. En plus, bah, quand on n'est pas exposé, on n'est pas expert. Et au mieux, on est exposé à un ou deux handicaps, mais encore moins moins à tous. Donc c'est ça qui est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut se dire qu'en fait, bah, ça touche tout le monde, quoi. Et puis la raison numéro 3, là c'est vraiment plus tourné vers vous, c'est que bah, de fait, si vous touchez le plus de monde, vous allez avoir une meilleure expérience utilisateur sur votre site notamment, et puis éventuellement sur vos autres services en ligne, et ça va vous permettre de faire plus de business. Donc si c'est un e-commerce, bon bah là c'est évident,
c'est immédiat, j'ai envie de dire. Oui. Mais si vous avez un site vitrine ou si vous avez un site de service en ligne, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Voilà, c'est ce que je vous disais. Un site accessible, c'est on touche plus de monde, on a une meilleure image de marque, on a aussi un meilleur SEO parce que bah, Google il prend ça en compte. En effet. En fait, il y a des sujets communs. Entre les deux, oui. Exactement, c'est ça. Il y a des bonnes pratiques d'accessibilité qui sont aussi des bonnes pratiques qui sont recommandées par Google. Donc de fait, enfin qui sont notées par Google. Donc de fait, bah, ça peut aider à améliorer votre référencement. Et puis en général, rendre votre site plus accessible, ça va le rendre plus simple d'utilisation aussi pour vos utilisateurs qui ne sont pas en situation de handicap. C'est ça aussi qui Mm. est chouette un petit peu. Ça va être simplifier un petit peu l'utilisation de votre site pour tout le monde. Ouais, exactement. Tout à fait. Donc c'est bien pour enlever la friction aussi en général Mm. sur vos process. Exactement. Alors, donc, du coup, on arrive à la deuxième partie de ce live. Comprenons mieux les utilisateurs en situation de handicap. Donc, du coup, la première étape pour rendre optimale l'accessibilité numérique, ça consiste à comprendre les différents types de handicap et comment ceci affecte des millions de personnes dans le monde. Donc, pas qu'en France, bien évidemment. Donc, déjà, on va commencer par celui qui, je pense, est un petit peu le plus visible, ou au moins celui auquel on pense quand on pense un petit peu à handicap en ligne, ça va être les personnes malvoyantes. Donc en France, on est près de 1,7 million de personnes qui sont atteintes de troubles de la vision. Donc ça peut aller du coup de quelques troubles légers comme j'ai juste en portant des lunettes à des troubles beaucoup plus lourds. Sont considérées comme personnes aveugles, du coup, celles dont l'acuité visuelle du meilleur œil après correction est inférieure à 1 sur 20 de la normale, ou dont le champ visuel est réduit à 10 degrés pour chaque œil. Donc, du coup, selon estimation, ça fait 253 millions de personnes qui présentent une déficience visuelle dans le monde, et 36 millions d'entre elles sont aveugles. Donc, mine de rien, ça fait quand même une Mm. sacrée partie de la population. Donc, qu'est-ce qui met des bâtons dans les roues des personnes qui ont des déficiences visuelles? Donc, pour ça, on va avoir une sacrée petite liste, quand même, Mm. mine de rien. Déjà, on va avoir tout ce qui est texte trop Mm. petit. Donc, sur un site internet, ça va être quand vous avez des textes en dessous de 16 pixels. 16 pixels, ça va vraiment être la norme. En dessous de ça, en général, les utilisateurs vont avoir beaucoup plus de mal à voir vos textes et vont souvent les voir de façon beaucoup plus floue. Euh, le meilleur exemple que j'ai à donner pour ça, c'est si vous avez à plisser les yeux et que vous avez aucun problème de vue, une personne avec des déficiences visuelles aura beaucoup plus de problèmes. Tout ce qui est manque de contraste aussi. Donc ça va être quand vous avez un texte qui est par exemple Mm. en gris sur un fond blanc ou En rouge sur un fond gris. c'est ça, oui, ce Mm. genre de choses. Mm. Donc, du coup, ça va être des contrastes qui sont trop petits. Ça va entraîner de la fatigue oculaire et ça va aussi, donc, du coup, diminuer un petit peu les capacités des personnes qui ont des troubles de la vision à interagir et à comprendre le contenu sur votre site internet. Un autre souci qu'on a très souvent aussi, c'est pas d'infos sur une image. Donc, quand on dit ça, c'est les images sur vos sites. Vous pouvez souvent mettre des alternatives textuelles sur les images. C'est ça qui va permettre en fait à un lecteur d'écran, qui est le logiciel utilisé par les personnes avec des déficiences visuelles pour visiter votre site, à un petit peu pallier au fait que la personne ne puisse pas voir Mm. l'image. Ça va aller décrire l'image pour elle. Et beaucoup de personnes, en fait, sautent un petit peu ce pas-ci en se disant ah, j'ai trop d'images, ou sinon oh, je le ferai plus tard, et au final ne le font pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec des images qui sont totalement ignorées par les lecteurs d'écran. C'est Et ça. parfois, ça peut poser problème quand les images, surtout, portent des informations, comme par exemple du texte, ou que ce soit un diagramme, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle la balise alt Oui, pour c'est ça, ceux en qui effet, oui. connaissent. Pour les gens qui s'y connaissent un peu Tout à plus. fait. Et ça, typiquement en SEO, en référencement naturel, c'est aussi très apprécié puisque Google n'est pas encore capable, même si j'imagine qu'ils travaillent dessus, mais en tout cas, ils sont pas capables de bien identifier ce qu'il y a sur une image Oui, et ils se basent sur la balise alt pour comprendre ce qu'il y a dans l'image. en effet. Donc, double objectif. C'est pour ça, d'un point de vue SEO, Google ira aussi chercher le contenu de vos balises alt Mm. pour mieux vous Référencer référencer et les images. référencer le contenu de votre page. Donc, vous faites vraiment d'une pierre deux coups en mettant des balises alt sur vos images. Et après, on a aussi bien sûr les boutons sans intitulé. Donc ça, c'est quand vous allez avoir un lien pour aller vers une autre page qui n'utilise qu'une seule icône.
Ça fait peut-être joli pour vos autres utilisateurs, mais pour un utilisateur qui a des problèmes visuels, ça va juste être impossible. Mm. Et parfois, donc du coup, ces liens vont devenir invisibles car ils ne contiennent pas de texte. Ou sinon, on parle aussi de liens qui parfois sont un peu à rallonge et qui vont être lus entièrement par le Mm. lecteur d'écran. Et donc, du coup, ça devient beaucoup plus compliqué en fait de naviguer sur votre site internet. Donc, on vous a aussi trouvé quelques Mm. exemples. Donc, déjà, exemple numéro un, mauvais exemple, des textes trop petits sur le site Page Emploi de l'URSSAF, qui a des textes qui vont jusqu'à 11 pixels de taille minimum. Donc ça va rendre la lecture difficile parfois, même pour une personne qui n'a pas de problème de vue, comme je vous avais dit un peu plus tôt. Alors imaginez si moi, par exemple, j'enlevais mes lunettes et j'essayais de lire ce site, je serais dans l'impossibilité totale en fait de le faire. Donc on a un meilleur exemple juste à côté avec le site de la RGA qui respecte du coup ses propres normes, heureusement, qui lui affiche un texte de taille 16 pixels. Donc on va tout de suite voir la différence avec à peine 4 pixels de différence. Mm. C'est vraiment pas beaucoup et ça va aider vos utilisateurs quand même énormément à mieux lire et à mieux interagir avec votre contenu la plupart du temps. On a aussi donc du coup d'autres exemples. Par exemple, au niveau de tout ce qui est contraste, comme on vous en avait parlé, avec les liens dans les textes. On vous a pris l'exemple de Wikipédia. C'est important de bien faire en sorte que vos liens soient visibles dans vos blocs de texte en mettant de la couleur et en rajoutant par exemple un soulignage, pas seulement un ou seulement l'autre. Comme ça, les personnes qui ont des déficiences visuelles sauront faire donc quand même beaucoup mieux la différence entre vos Mm. liens et votre texte. En général, quand on pense lien dans un bloc de texte, C'est ça. toi, tu penses à quoi un petit Oui, peu? effectivement, le fait que ce soit souligné. Oui, Et c'est puis on ça. a tous en tête le lien Word qui est C'est ça, bleu oui. et ensuite violet quand on a cliqué dessus. Bleu et souligné, c'est vraiment le C'est ça. lien de base. Mm. C'est un petit peu le style de base du lien et c'est ça qui est chouette un petit peu justement à garder pour s'assurer que les utilisateurs sachent que c'est un lien. Après, au niveau des contenus aussi, comme on vous l'avait dit, le site de l'Union européenne est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'il va avoir non seulement ses articles, certains de ses articles en version textuelle, mais il va aussi proposer des versions, donc du coup, player audio des mêmes articles pour permettre aux utilisateurs de choisir un petit peu comment ils souhaitent en fait interagir et consommer votre contenu. Donc par exemple, une personne qui ne veut pas lire l'intégralité de votre contenu via son lecteur d'écran pourra très bien donc du coup aller sur la page contenant les players audio et avoir une version de votre contenu de bien meilleure qualité que celle qu'il aurait eue via son lecteur d'écran. Mm. Et donc du coup, parfois, donc ça c'est vraiment un changement exemplaire. En général, on ne vous demandera pas de mettre ça en place sur votre site, mais c'est un peu un exemple de ce qui se fait un peu de mieux, je Mm. dirais. Alors, du coup, petite question, est-ce que vous avez déjà essayé de naviguer avec un lecteur d'écran? Justement, je parle de ça depuis tout à l'heure. Peut-être que les gens ne sont pas familiers avec ce que c'est Mm. sur un site internet. Donc, du coup, les personnes aveugles n'utilisent pas de souris et font tout en utilisant donc du coup des raccourcis clavier sur leur ordinateur et pour visiter les sites internet. Donc, pour faire un test correct, le mieux c'est de ne pas utiliser la souris en même temps que le lecteur d'écran et c'est de n'utiliser que les raccourcis clavier. Donc, on arrivera justement au raccourci clavier. En général, vous pouvez visiter un site juste en utilisant la tâche les touches Tab, Shift Tab et Espace. Donc, les lecteurs d'écran, en fait, ça va lire tout ce qui se trouve à l'écran dans un ordre bien précis et de manière linéaire. Donc, c'est pour ça que le gros problème pour les personnes aveugles, c'est de ne pas avoir de vue d'ensemble de l'écran. Et un utilisateur de lecteur d'écran, du coup, ne sait pas ce qu'il va rencontrer plus loin sur la page. Il n'est pas toujours informé des modifications dynamiques dans la page et c'est un petit peu justement difficile à intégrer pour quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran mais qui voit très bien la page web à afficher parfois quand l'ordre est un peu étrange sur les Mm. pages. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'autre à faire attention. Et en général, c'est quelque chose qu'on fait plutôt bien à l'agence, éviter par exemple d'avoir dans le code des blocs qui sont 1, 2, 3 et de les afficher par exemple 3, 1, 2 sur la Ouais, bien page. sûr. Ou de mettre la Oui, description avant le titre, quoi. en effet. Et donc du coup, c'est bien ça, le lecteur d'écran va juste lire le contenu de la page pour l'utilisateur qui ne voit pas forcément la page. Donc nous, à l'agence, on utilise le lecteur NVDA, qui est un lecteur d'écran gratuit et libre de droit. Après, Mm. je sais qu'il en existe d'autres.
Le plus utilisé dans le monde, c'est un lecteur d'écran qui s'appelle JAWS, qui lui, du coup, va nécessiter une licence pour être utilisé et qui donc, du coup, lui sera payant. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur la page du coup du site de NVDA pour installer donc du coup le lecteur d'écran et faire un test vous-même sur votre ordinateur. Donc, si vous l'installez aussi, pensez à bien redémarrer votre ordinateur, sinon le lecteur ne marchera pas. Autre chose aussi qui peut être intéressante, dans les troubles de la vue, il n'y a Mm. pas que les troubles du coup du type troubles visuels Oui, où tu as lourds, la visibilité c'est qui est sa réduite, visibilité réduite. qui est floue. En effet, on a aussi donc du coup tout ce qui est personnes atteintes de daltonisme. En France, ça fait 8% des hommes et 0,5% des femmes qui sont daltoniens et daltoniennes. Mm. Donc du coup, c'est pas non plus égal. En général, c'est beaucoup plus les hommes qui sont Mm. atteints. Un problème de chromosome X, Y. On va pas non plus trop rentrer dans les détails, ce n'est pas le but. Et donc pour ça, on vous propose d'utiliser du coup l'extension Chrome Let's Get Colorblind qui va vous permettre en fait de voir vos pages web et de visiter le web un petit peu comme une personne qui est atteinte de daltonisme. Donc vous pourrez un petit peu tester les différents types de daltonisme qui existent car il n'y en a pas qu'un seul. Certaines personnes daltonisme vont avoir par exemple du mal à différencier les bleus des verts, les verts des jaunes. Mm. Certaines personnes vont avoir du mal à différencier le rouge du reste des autres couleurs. Et donc, du coup, ça va vous permettre un petit peu de voir si il n'y a pas de problème de contraste sur votre site que vous n'auriez pas remarqué parce que vous n'avez pas justement ce genre de problème Mm. de daltonisme. Donc là, on vous a mis un exemple avec une capture de notre site. Mm. Et je crois que le visuel est bleu pâle à la base, comme le petit encart qui se trouve en bas à droite, le petit quart de cercle là. Donc ça reste du bleu et on voit bien que par contre les photos, c'est un peu en sépia, jaune. Donc potentiellement pour le contraste et la bonne lisibilité des éléments, il faut faire gaffe à pas mettre deux couleurs qui vont se superposer et qui peuvent du coup devenir invisibles, quoi. Oui, en effet. En deuxième type de handicap, il y a toutes les personnes qui ne peuvent pas utiliser de souris. Donc, bah, tu le disais déjà un petit peu là avec les personnes qui ont des soucis de vue. Mais ça peut être aussi toutes les personnes qui ont des paralysies partielles ou complètes. Euh, Toutes les personnes qui ont de la dystrophie musculaire, de l'arthrite aussi. Et puis, ça peut être aussi des personnes qui ont des amputations ou des malformations. Donc ça peut quand même concerner pas mal de monde. Et là, donc pour pas leur mettre des bâtons dans les roues, l'idée c'est bah, en fait de rendre tout accessible au clavier. Donc qui est ce que tu évoquais, hein, qui est Oui. une deuxième navigation. Donc comme Pierre tu disais, on peut démarrer la navigation en utilisant la touche tabulation. Mm. En effet. Et donc, on a essayé, nous, de notre côté, vous pourrez aller essayer, vous, après, sur le site actuel de Rennes Métropole. Donc, la navigation est assez bien faite et assez, la navigation clavier, pardon, est assez bien faite. C'est aussi un sujet hein, qu'ils avaient déjà énormément travaillé dans leur site. Vous verrez un peu plus tard dans le webinaire, on a une interview avec une responsable web qui a travaillé sur le site de Rennes Métropole. Et donc, les menus déroulants et les sous-menus sont bien accessibles, parce que c'est ça qui peut être une grosse problématique, c'est quand la navigation principale, en fait, n'est pas accessible au clavier. Oui, en effet. Bah, tout simplement, la personne ne peut pas aller plus loin, en fait. Donc, ça peut pas Ou fonctionner. même parfois juste du contenu qui va s'ouvrir au survol de la souris Mm, et qui n'est pas forcément du coup une souris qui est accessible pour certaines personnes. Et donc du coup la navigation clavier ne va pas forcément ouvrir ce genre de contenu. mm, Et parfois vous allez avoir du contenu qui va rester invisible et qui va rendre la navigation clavier beaucoup plus compliquée tout de suite en fait ouais. à utiliser sur les sites. Et puis, quand vous allez naviguer en clavier, pour voir où est-ce que vous vous situez, les éléments sont encadrés, c'est ce qu'on appelle un focus clavier. En effet. Et ça, c'est aussi important de le travailler. Donc, de base, par les navigateurs, il est déjà bien traité, mais Oui. on peut le modifier. En effet, vous pouvez le modifier pour le rendre par exemple plus visible ou sinon le customiser pour le rendre un petit peu plus aux couleurs de votre site. Et ça, c'est un exemple qui est fait sur le... On vous montre un exemple sur le site des impôts.
Et en fait, le style du focus qui a été modifié, il est très discret et on le voit à peine. Je sais pas si vous le voyez là. Je regarde sur Oui, oui. notre écran. Moi, je sais où il est. Ouais, c'est toi qui as fait la capture d'écran, puis En effet. on l'a vu ensemble, mais en fait, il est autour du bouton noir, hein, Oui, c'est indiqué ça. foncé. Le bouton noir à droite, un peu au milieu de l'écran, justement. C'est ça. Et donc, du coup, c'est vraiment une très légère ligne autour du bouton qui est beaucoup plus compliquée, justement, à repérer sur la page comme ça. C'est ouais. Et encore une fois, ça va rendre la navigation au clavier quasiment impossible pour certains Ouais. utilisateurs. Et en plus, on aurait tendance à se dire que c'est peut-être le texte là qui est encadré en bleu qui est le focus, mais non, c'est juste un effet graphique sur le site C'est ça. qui vient contredire ce principe de focus, quoi. Donc pour naviguer, donc comme tu expliquais Pierre, on peut donc démarrer en utilisant la touche tabulation. Mm. Pour avancer, c'est tabulation à nouveau. On peut retourner en arrière, tabulation et majuscule. Voilà, on vous a listé comme ça les différentes possibilités. Sur Mac, c'est un peu différent, mais vous avez, je crois, un paramètre dans lequel vous pouvez utiliser. Enfin, je crois qu'il faut activer dans les préférences système. Voilà. Là où c'est activé par défaut en général sur Windows. Ouais, exactement. Alors donc du coup maintenant, autre type d'handicap, les personnes ayant des difficultés motrices fines. Donc dans le monde et en France, ça fait environ 5% de la population qui est affectée par des troubles de la coordination, y compris des difficultés motrices. Donc ça va être tout ce qui est dyspraxie et la difficulté à réaliser certains gestes et actions volontaires. Mm. Donc ça va être les gens un petit peu atteints de trémors au niveau des mains et des membres surtout. Donc ça peut arriver soit après un accident ou avec l'âge. Donc, ce qui met des bâtons dans les roues à ce genre de personnes qui sont atteintes par ce genre de soucis, ça va être les éléments cliquables qui sont trop petits et plusieurs éléments cliquables aussi qui sont trop proches les uns des autres. Donc, quand vous allez avoir ça sur un site internet, une personne qui ne peut pas faire de mouvements extrêmement complexes ou Très extrêmement précis, précis ouais. va avoir beaucoup plus de problèmes qu'une personne, donc du coup, qui elle n'aura pas de problème peut-être à cliquer sur les différents éléments. Donc, petit challenge, par exemple, imaginons, est-ce que vous avez déjà essayé de déclarer vos impôts avec des gants? Imaginez la situation, vous êtes, disons, au ski à la montagne, vous avez oublié de remplir votre feuille d'impôt et vous êtes là avec vos gants de ski sur votre téléphone à essayer donc du coup de remplir votre feuille. On peut vous le dire tout de suite, c'est très compliqué. On n'a pas essayé, mais c'est un bon exemple. Et donc, du coup, sur le site legifrance.gouv, on a trouvé donc du coup ce très bon exemple de taille donc du coup trop petite Mm. avec un calendrier sous forme de widget qui a des icônes pour les jours de taille de 18 par 18 pixels. Donc ça, c'est beaucoup trop petit. La WCAG, qui donc du coup est le critère vraiment de base, conseille d'avoir des boutons de taille minimum 44 par 44 pixels. Avec un élément de ce type, vous allez avoir des gens qui auront beaucoup plus de problèmes en fait à cliquer sur le bonjour, qui vont Mhm. peut-être cliquer à côté et voire même peut-être abandonner donc du coup la tâche tout court. Mm. Ça me fait penser quand on est en mobile, Oui, déjà sans parler de situation de handicap, et juste interagir qu'effectivement, avec le parfois quand on clavier, a des oui. gros doigts et qu'on n'arrive pas à... Ça peut être un peu complexe. On peut comprendre là déjà en quoi c'est énervant. Mm. On a toutes les personnes aussi qui ont des troubles de l'audition. Donc là, en France, c'est environ 16% de la population française qui est concernée par une perte auditive. Ça, c'est une donnée qui est donnée par la Fédération française des 10 et de l'Association des paralysés de France. Et donc, ce qui leur met des bateaux dans les roues, c'est tous les fichiers audio qui ne retranscrivent pas le texte et les vidéos donc, qui ne sont pas sous-titrées. Et puis, effectivement, hein, de manière générale, comme 85% des utilisateurs de Facebook, hein, c'est un chiffre, mais ça marche partout sur tous les réseaux, vous regardez en majorité vos vidéos sans le son. Et clairement, bah, vous allez passer deux fois, enfin, vous allez passer tout de suite si jamais vous ne pouvez pas lire le contenu et que vous ne pouvez pas activer le son. Là, il y a un exemple d'une vidéo, alors on va pas vous la montrer, mais vous pourrez la regarder dans le support qu'on vous enverra à la suite du petit-déj.
C'est une vidéo sur l'ANTS, donc c'est le contrôle routier pour le permis de conduire. Et en fait, c'est une vidéo qui n'a pas de texte à l'écran et qui n'a pas de sous-titres. Donc en fait, sans le son, juste c'est un défilé d'images. On peut imaginer des choses, mais on ne comprendra pas de quoi il s'agit. Et là, donc sur la vidéo que vous voyez quand même, il y a les sous-titres automatiques de YouTube, je pense, qui sont générés. Ça ressemble un peu à ça. Oui, ils sont générés en général par l'intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Hop. Et je crois qu'on a un deuxième exemple de vidéo. Et juste, ça marche pas sur notre écran, alors je vais juste regarder sur le live Twitch. On attend que ça arrive, désolé. Euh, Non, on l'a enlevé en fait. Et en fait, donc on peut se poser la question, hein, est-ce qu'on a le courage d'incruster des sous-titres? Parce que, bah, comme vous avez vu, il y a aussi YouTube et autres hein, qui proposent les générations de sous-titres automatiques. Nous, on vous conseille de le faire. Parce que ça fait parfois des choses un peu bizarres. Bah, c'est automatique, hein, comme son nom l'indique. Même si on peut modifier les sous-titres automatiques générés par YouTube. En tout cas, il faut quand même qu'il y ait une intervention humaine à ce moment-là, parce que parfois c'est incompréhensible. Parfois c'est cocasse, ça peut générer des situations gênantes, pardon. Et puis c'est pas jugé conforme hein, par le RGA. Et puis alors selon les langues aussi, ça Oui. peut faire des choses Ben, bizarres. YouTube a du mal à comprendre tout ce qui est genre, par exemple, changement de langue dans la même vidéo, Ouais, ok. ou aussi Ou quand ben, tout ce qui est mots un petit peu en en verlan ou tout verlan, à ce fait. genre de choses, Ouais. qui va pas forcément réussir à comprendre de façon très simple, on va dire. Ouais, exactement. Ou parfois ça fait aussi des phrases à rallonge parce que ça gère pas du tout la ponctuation. Oui, Donc c'est bien à minima, mais il faut quand même qu'il y ait une intervention humaine qui passe par-dessus. Et nous, par exemple, ce qu'on fait, on utilise quand même de la génération automatique pour les sous-titres de nos vidéos. Mais derrière, il y a quelqu'un qui repasse dessus et on fait une relecture. Donc il y a vraiment du temps qui est dédié à ça. Et aussi, il faut bien s'assurer que vos sous-titres soient lisibles. Parce que parfois, on a le texte directement sur l'image. Ça marche vachement bien quand on est sur le focus, par exemple, de Pierre qui a un pull vert foncé. Mais ça va beaucoup moins marcher s'il avait un pull blanc, quoi. en effet. Donc il faut aussi s'assurer que les sous-titres soient avec un encart d'une couleur foncée. Enfin voilà, que ce soit bien Que le lisible. contraste soit respecté en effet avec le Exactement. reste de la vidéo. Tout à fait. Alors, donc, du coup, maintenant, nouveau trouble, les personnes ayant des troubles de l'attention ou cognitifs, ça fait environ 5% des enfants et adolescents dans le monde et 3% en France qui sont affectés par les TDAH. Donc, la prévalence chez les adultes est estimée à environ 2,5%. Ça fait quand même 1,2 million de personnes en France qui vivent aussi avec la démence. Et le nombre de personnes touchées devrait atteindre 78 millions de personnes dans le monde, mine de rien, d'ici 2030. Donc, qu'est-ce qui va poser des problèmes aux gens qui sont atteints de troubles de l'attention ou cognitifs? Donc, ce qui leur met des bâtons dans les roues, ça va être tout ce qui est surcharge d'informations Mhm. sur la même page ou plutôt sur le même écran. Tout ce qui est navigation complexe aussi, les menus en cascade, les chemins longs, les options trop nombreuses. On pense un petit peu à tout ce qui est par exemple menu de navigation à rallonge qui s'ouvre et qui se réouvre encore. Mm. Les textes trop longs, d'où l'importance de bien fragmenter votre texte et de faire un bon travail un petit peu de recoupage textuel. Mm. Les instructions complexes et dépourvues d'exemples. Un temps limité pour effectuer une action. Donc ça va encore une fois, genre un petit peu tout ce qui va être action complexe sur le site Mm. au contenu complexe. Un changement de mise en page inattendu. Donc ça va être les actions non déclenchées par l'utilisateur. Les formulaires mal faits et les typographies complexes. Mm. Donc du coup, là, vraiment, le point commun avec tout ça, ça va être tout ce qui va rajouter de la complexité qui parfois n'est pas forcément nécessaire sur votre site. Mm. On sait que faire simple, parfois ça peut être tout un art justement, Mm. et ça c'est quelque chose qui va vraiment aider beaucoup les personnes qui ont des troubles de l'attention ou des troubles cognitifs. Et tout ça, c'est aussi des bonnes pratiques d'ergonomie de Oui, manière bien générale, hein. sûr.
C'est ce qui va rendre votre site et votre contenu plus simple, Plus fluide, plus fluide à naviguer et et à justement à comprendre. comprendre. Surtout quand on sait que on a tous du mal à lire, hein, on va quand même très vite en général, Mmh, on regarde les photos, les titres, et ensuite on lit le texte si on est intéressé. en effet. Donc de respecter et d'alléger un petit peu tout ça, ça aide aussi à la concentration de manière générale. Oui, la lecture sur internet est très verticale à Ouais. chaque fois. En général, les gens vont regarder le contenu par point d'intérêt, clac, 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 Mm. et ne pas avoir de point d'intérêt, justement, parfois ça peut empêcher les personnes qui font ce genre de choses, qui sont quand même une grande partie de la population, de bien, en fait, justement comprendre votre Mm. contenu. Et juste, je me permets, je réponds à un commentaire sur Oui, Karine qui nous demande votre live n'est pas sous-titré. Donc effectivement, notre live n'est pas sous-titré. Ça peut être une question qu'on peut se poser. On demandera à Emma qui gère la régie. Après, ce qu'on disait, c'est que si là on sous-titre notre live, ça va être de la génération automatique. mm, Donc ça peut générer des choses un petit peu bizarres. Et puis en parallèle, on a quand même notre support qui ne dit pas du tout tout ce qu'on dit, mais qui dit quand même une partie, on va dire les informations clés. c'est ça, on essaye de garder un petit peu quand même du Ouais, contenu textuel au c'est ça, minimum. exactement. Et après les replays, je me pose la question si les replays de nos webinaires sont sous-titrés. On me dit que non. Non. On voit une petite tête derrière les écrans qui dit non. Mais peut-être ça peut être une question à se poser pour à minima les replays. Oui. Alors du coup, pour revenir, petit exemple, est-ce que vous avez déjà essayé de faire une démarche administrative en écoutant une musique à fond, avec une vidéo en arrière-plan et avec quelqu'un qui vient vous interrompre? Donc ça, on sait que l'exemple est un peu réducteur, mais c'est un peu pour vous montrer ce que ça pourrait donner d'essayer de remplir une démarche administrative quand vous avez des troubles de l'attention. Donc, quand avec une personne où ce n'est pas forcément sévère, vous avez beaucoup plus de capacité à vous concentrer qu'une personne qui a des troubles de l'attention, par Mm, exemple, qui, elle, va un petit peu avoir l'esprit qui va avoir tendance à aller voir ailleurs. Donc, si vous avez, par exemple, une vidéo qui s'allume en pop-up sur la page ou du mouvement en boucle sur un côté, ça peut rendre donc du coup comment dire, l'utilisation de votre page mm, beaucoup plus inconfortable mm. pour ce genre de personnes. Donc, comme je disais, notre souhait, bien évidemment, n'est pas de caricaturer tout ce que peut ressentir une personne ayant des troubles d'attention cognitif, mais bel et bien de simplement vous aider à mieux comprendre, donc du coup, comment les distractions sur une interface numérique peuvent affecter ces personnes. Mm. Donc, on a quelques exemples pour vous. Au niveau des textes, déjà, ici, on a le site formalitéentreprise.gouv. Donc ça va déjà être beaucoup de textes professionnels. Mm. Et comme vous le voyez, on a des phrases à rallonge, bourrées d'acronymes et sans un seul mot en gras. Donc ça va être très compliqué pour une personne qui, par exemple, n'a pas tous les contextes pour les acronymes, Mm. de bien comprendre le contenu. Je sais que les acronymes, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes pour les gens qui ont des troubles justement cognitifs, surtout puisque, ou même de l'attention, puisqu'aller faire une recherche supplémentaire en dehors de votre site, Mm. ça va causer en fait l'attention ou le focus, la concentration qu'elles avaient sur votre site, d'un petit peu glisser vers autre part justement. Et donc ça peut poser problème. À côté de ça, donc du coup, en bon exemple, on a le site directement du gouvernement qui lui fait un peu mieux les choses avec, sur leurs articles, des phrases courtes, du gras et des paragraphes. Donc là, du coup, ils ont vraiment fait des efforts pour, un petit peu comme je l'avais dit un peu plus tôt, recouper les articles, donc du coup, en différents segments. On voit vraiment quand il y a une citation, on voit donc du coup dans les différents paragraphes, les différents blocs, les informations clés qui sont du coup en gras. Et ça va permettre un petit peu de faire un résumé mental de l'article de Mm. façon beaucoup plus simple et d'interagir avec l'article ensuite après de façon mentale beaucoup plus aisément et de façon beaucoup plus confortable Mm. qu'avec l'exemple qu'on avait avant ça. Et juste en complément aussi sur cet exemple, comparé à celui de juste avant, c'est que sur votre page là, le texte, il n'est pas en pleine largeur. Oui, Il est en peut-être 600, 700 par là pixels de largeur, ce qui fait que en fait vous n'avez pas la mécanique des yeux à faire comme si vous étiez à un match de tennis là où vous faites comme ça. Donc c'est aussi plus confort pour lire. mm, Et puis ce que je voulais ajouter aussi sur la rédaction, c'est que bah, aujourd'hui avec un outil comme ChatGPT, vous pouvez lui donner tout votre contenu et lui dire fais-moi des phrases plus courtes, mets-moi les mots en gras que tu juges importants.
Et en fait, ça va du coup vous permettre de ressortir des choses comme ça. Parce que c'est vrai que l'exercice d'écriture est très difficile Oui, pour tout le monde. Enfin, il y en a dont c'est le métier, donc non, mais pour la commun des mortels, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Donc une fois que vous avez déjà écrit le contenu de ce qui est vraiment pertinent pour vous, vous pouvez le passer dans le chat GPT, il va vous réécrire, même si vous voulez changer le style ou s'assurer que entre le début et la fin, vous avez bien utilisé le vous partout, j'en sais rien, ou la même tournure de phrase, il peut vous aider à faire ça, quoi. c'est vrai que c'est un peu chouette pour ça, mine de rien, Mm, l'IA. Ça vous permet vraiment de ne pas avoir à faire ce travail un petit peu de soulignage derrière. mm. Après, c'est pas non plus 100% fiable, donc c'est toujours bien de Bien sûr, de relire, relire, mais ouais. ça va vous aider un petit peu et vous gagner du temps, ça c'est sûr. Alors, autre exemple du coup, niveau mauvais exemple, comme j'en avais parlé un peu plus tôt, les menus à rallonge. Mm, Ici, on a le menu de la ville de Brest, qui est impressionnant, puisque c'est un menu sur 4 niveaux. Donc imaginez que vous deviez cliquer sur déjà une première icône qui va vous ouvrir une liste de liens, qui va vous ouvrir encore une liste de liens, qui va vous ouvrir des articles. Ça peut vite devenir très complexe et sous donc du coup ce nombre de choix, certaines personnes vont être découragées par le nombre d'informations. Donc au niveau de ça, on a un meilleur exemple. Donc du coup, avec le site de la CAF, qui lui va avoir un menu beaucoup plus simple et qui emmène vers des pages plus riches. Donc en général, c'est un peu plus sympa au niveau de tout ce qui est trouble de l'attention ou mm. cognitif, d'essayer de mieux couper votre contenu de navigation, quitte à avoir des liens directement dans vos pages derrière. C'est mieux donc du coup d'avoir une navigation toujours à un niveau si possible, peut-être grand maximum 2 niveaux Ouais, parce que un, sur c'est dur, votre hein. site. Oui, c'est vrai, ça peut être très dur, Oui. mais c'est vrai que ça reste quand même l'idéal, Mm, quitte à mieux recouper sur vos pages et sur vos sous-pages en fait directement après. mm, Après, bien évidemment, ça c'est des exemples, ça reste aussi un petit peu la crème de la crème. mm. Ça va pas non plus forcément être des choses qu'on va demander à avoir sur tous les sites. Alors là, donc du coup, je vois aussi, on a quelqu'un qui demande si on sait Oui, comment si activer on les sous-titres. peut activer les sous-titres sur Alors ça, Twitch. je peux te dire, je le sais tout de suite, les sous-titres sur Twitch ne sont pas activés par défaut. Ok. Par contre, si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est donc du coup création de sous-titres directement sur des lives, le seul moyen de le faire, donc du coup en live, il y a des extensions pour ça qui peuvent être activées en fait sur Twitch Ok. et qui vont permettre d'avoir justement des sous-titres qui sont créés donc du coup via intelligence artificielle. Ok. Donc ça va pas remplacer une transcription humaine, mais en général pour du contenu donc du coup qui n'a pas forcément un budget très très élevé, Mhm. on va pas être dans la capacité de faire des transcriptions donc du coup de sous-titres en live directement de façon humaine comme ça aussi. Du coup, c'est une extension que tu mets dans ton navigateur. C'est, Et non, non, c'est non. une extension qui est activée directement sur le live en fait, Ok, qui peut être ok. activée par les personnes qui font le live. Ok. Ah oui, ok. Yep. Alors donc du coup, Un autre exemple, c'est sur les formulaires. hmm, Donc ça, pareil, c'est aussi des bonnes pratiques d'ergonomie, hein, de manière générale. Donc là, on a deux exemples. C'est la manière dont on présente un champ. L'idéal, c'est d'avoir donc ce champ dans lequel vous inscrivez un exemple. Et au-dessus, vous indiquez qu'est-ce qui est attendu dans ce champ. Donc là, on donne l'exemple avec l'adresse email. Les exemples d'à côté, les contre-exemples, c'est pour montrer que en fait, c'est un peu vide. Et surtout, le pire étant euh, sur le troisième, là où en fait, on a adresse mail indiquée dans le champ. Parce qu'au moment où vous allez juste quand vous mettez votre souris, du coup, vous n'avez plus ce label là qui est indiqué. Et ça peut être confusant pour les personnes qui remplissent le formulaire. Et un autre exemple en complément, c'est les messages d'erreur. Là, par exemple, sur le contre-exemple, ce champ contient une erreur, mais vous ne savez même plus de quel champ il s'agit. Le fait de l'encadrer et de le marquer visuellement, ça c'est plutôt une bonne pratique. Et idéalement, c'est même d'avoir un message d'erreur personnalisé sur chaque champ pour permettre de bien comprendre et que ce soit le plus évident. Et les formulaires, c'est important parce que c'est une vraie démarche de l'utilisateur pour soit demander de l'aide, soit une réclamation,
soit déposer un CV par exemple. En tout cas, on est dans un vrai besoin de l'utilisateur et avoir un formulaire qui fonctionne pas, c'est hyper déceptif. Ou même, je divague un peu, mais de manière générale, ne pas savoir si ton formulaire est bien parti. Ah, Ah, ça, moi, c'est je déteste. horrible. Bah, j'en envoie 4 du coup, comme ça la personne elle est spammée, mais je me dis que au moins je suis sûre qu'elle Mm. l'est. Et mine de rien, ça montre un petit peu aussi que c'est important d'avoir aussi les messages d'erreur ou les messages de confirmation qui sont bien mis en place, Exactement, c'est ça. justement, et montrer à l'utilisateur que ses actions ont un peu des conséquences, justement, que ce soit au niveau de l'envoi ou que ce soit au niveau, justement, du manque d'envoi. Ouais, ok. Et juste, je reviens sur le live Twitch. Donc, effectivement, vous nous dites que c'est compliqué pour vous, Alnaf, de suivre sans les sous-titres. Donc, bah, on va regarder. On va réfléchir si on peut mettre quelque chose en place pour les prochains lives. Mm. Voir si il existe quelque chose et surtout qui est satisfaisant. On va voir. Oui. Merci pour le retour d'expérience. Autre exemple là sur les vidéos. Donc on a celle de Entech où en fait c'est un site sur lequel on a travaillé. En fait la vidéo elle a un titre donc on sait de quoi elle parle. Elle contient des sous-titres et elle ne se déclenche pas automatiquement quand on arrive sur la page. Oui. Donc ça c'est bien. Alors c'est aussi bien pour de l'éco-conception. Ça évite que vous ayez quelque chose qui se lance et que vous ne sachiez pas ce que c'est, le temps que vous compreniez et ensuite que finalement vous l'arrêtiez quoi. Autre bonne pratique, c'est les typographies. Ce qu'on appelle les typographies à empattement, c'est la Time New Roman là, qui a des petits éléments visuels en plus qui peuvent justement générer un peu de bruit et de complexité Mm. qui n'est pas forcément nécessaire. Et puis, on parle aussi des pictogrammes. Le pictogramme, c'est quelque chose qui est très 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 utilisé. Là, on vous met trois exemples. À quoi correspondent ces trois pictogrammes? Donc nous, on a fait l'exercice entre nous et on n'a pas trouvé exactement les mêmes définitions. Oui, en effet, c'est un peu compliqué. C'est ça. Donc le premier, c'est le fait d'enregistrer, de mettre en favori. Le deuxième, c'est d'accéder aux réglages. Le troisième, c'est de partager. En tout cas, nous, c'est la lecture qu'on a eue Mm. entre nous après échange. Tout ça pour dire qu'en fait, on peut avoir tous une compréhension différente. Moi, je sais que le deuxième, je pensais par exemple que ben, c'était plus un pictogramme pour des filtres Ouais, exactement, tout que à des fait. réglages. Ouais, exactement. Donc, le pictogramme à utiliser, mais en complément d'un texte qui explique bien de quoi il s'agit, voir est-ce qu'il est utile. On Mm. peut aussi se poser la question. Alors, on va piocher dans notre chapeau qui est une boîte aujourd'hui. Trois affirmations et on va devoir dire sur chacune des informations si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Oui, Vas-y, à toi l'honneur. d'accord. Alors, On n'en première a fois que pas je le que fais. trois, hein, Oui, rassurez-vous, oui. on en a quand même une petite dizaine. Bah, c'est pas drôle sinon. Ouais. Alors, voyons voir. En travaillant les attributs ARIA, on résout les problèmes d'accessibilité. Donc, du coup, tout ce qui est attribut ARIA et label ARIA, déjà sur un site, je pense que c'est important de dire ce Mm. que c'est. Ça va être tous les attributs et labels qui vont donner des rôles à des éléments spécifiques de votre site pour les lecteurs d'écran. Donc, par exemple, ça va être montrer qu'une liste est une liste de liens. Ça va être rajouter du texte ou du contexte, donc du coup, sur des éléments qui n'en ont pas forcément assez. Ce genre de choses. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Bah vrai du coup. Tu dirais vrai? On résout les problèmes d'accessibilité? Alors moi, je dirais Pas 100%. c'est pas à 100% vrai. C'est vrai et faux, puisque la première chose qu'on voit quand on arrive sur le site des attributs ARIA, c'est que c'est mieux de ne pas avoir d'attributs ARIA comparé à avoir de mauvais attributs ARIA. Donc du coup, Ok. ce n'est pas forcément en mettant des attributs ARIA partout sur votre site que vous allez résoudre les problèmes d'accessibilité. Et parfois une overdose d'attributs ARIA, donc du coup qui va être lu en permanence par les lecteurs d'écran, peut rendre donc du coup votre page plus longue pour les lecteurs d'écran et donc plus compliquée à lire aussi pour ces derniers. Après, bien sûr, c'est toujours bien de rajouter des attributs ARIA si vous avez par exemple des liens du type en savoir plus pour ajouter un peu plus de contexte. Ok. J'en pioche une autre. Ouais. Hop. Faire un site accessible coûte cher et prend beaucoup de temps. Bon, ça, on vous a déjà dit un petit peu tout à l'heure. Mm. C'est faux. Parce que
il y a deux choses. Soit vous le faites au moment où vous construisez votre site. Donc là, en fait, c'est des choix qui sont faits ergonomiques dans le développement, dans les contenus. Donc au final, ça ne va pas demander forcément plus de temps. Oui. Et si c'est sur votre site qui est déjà en ligne que vous optimisez, oui, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais vous n'allez pas refaire l'intégralité de votre site, sauf si vous voulez, pour le coup, là vraiment, c'est un choix toujours, un positionnement d'aller sur du 100%. Mais a priori, on peut déjà quand même refaire des choses assez facilement. Ouais. On va peut-être en faire que deux parce qu'on est en retard sur le timing. D'accord. Du coup, on arrive à notre troisième partie. Comment rendre votre site accessible? Et juste avant de commencer, on a échangé avec Amy, qui est donc responsable web à Rennes Métropole. Ils sont en train de travailler la refonte du site de Rennes Métropole. Mm. Et donc voilà, on a une interview de, je crois, une dizaine de minutes. Et nous, on vous propose là un extrait dans lequel elle explique concrètement des exemples en fait qu'ils ont mis en place, qu'ils sont en train de mettre en place sur le futur site. Que vous avez remarqué des erreurs, des choses que vous voulez corriger sur le site actuel et que du coup vous prenez en compte sur la conception du prochain site? Alors, on a pas mal d'évolutions sur la façon dont on intègre nos médias. Là, aujourd'hui, par exemple, nos images, on ne peut pas trop détecter, enfin, en tout cas, dans ce qui a été remonté dans les diagnostics, on ne différencie pas les images de décoration et les images d'information. Et donc, forcément, ce n'est pas les mêmes règles, en fait, de balises alternatives qu'on met en fonction. Et ça, par exemple, on ne l'a pas aujourd'hui, on l'aura demain. Sur ces intégrations de médias, c'est là où il y a pas mal de choses qui vont changer aussi pour le futur site. Aujourd'hui, on a 3 outils pour nos infographies. On a 2 outils de cartographie. Pour nos audios, pareil, on a une plateforme de podcast, mais on a un autre player d'audio. Donc on essaye de rationaliser tout ça. Et quand on aura choisi nos outils, donc on pourra ensuite, comment dire. Donc on va refaire le tri sur les outils qu'on va garder dans le futur site et systématiquement mettre un peu les mêmes règles d'intégration et faire attention à que ça soit accessible. Là aujourd'hui, quand on intègre par exemple notre podcast, donc on a l'audio mais on n'a pas de retranscription textuelle. Demain on le fera. Nos vidéos, elles sont logiquement toutes sous-titrées, mais là en fait on a fait un recensement de toutes nos vidéos pour faire le tri déjà et aussi pour vérifier qu'elles sont bien conformes. Donc voilà, c'est un gros travail sur les médias qu'on intègre. Et en parallèle aussi, on travaille avec les services de la ville et de la métropole sur tout ce qui est documents. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre, les PDF en fait, ou les docs qu'on peut intégrer sur le site internet. Et souvent, ils ne sont pas très accessibles. Alors demain, tous les documents sur le site ne sont clairement pas accessibles, mais on a quand même démarré un gros chantier là-dessus pour que ça soit le plus possible accessible et qu'on se mette un peu quand même des règles là-dessus. Et ça, c'est un gros chantier sur plusieurs années pour qu'on prenne tous des bonnes pratiques là-dessus, quoi. Est-ce que tu as d'autres exemples concrets à nous partager un petit peu d'actions que vous avez mis en place soit sur le site actuel, soit sur le prochain? On a aussi un gros travail sur l'accès à l'information de manière générale dans notre site. Ça, c'est pareil, c'est un peu le nerf de la guerre de tout site et notamment des sites de collectivités territoriales, d'améliorer toujours l'accès à l'information pour les habitants. Et donc le but, c'est de simplifier aussi au maximum, notamment le nombre d'entrées. Là, aujourd'hui, nous, on doit avoir 5 ou 6 entrées sur la page d'accueil. On a le moteur de recherche, on a 2 menus, plus un petit bandeau avec des accès, plus des accès rapides, et un petit header avec des accès par profil, mais qui en sont pas vraiment, des fois, qui sont des redirections. Donc on s'y perd aussi rapidement. Le but est de simplifier tout ça et de se concentrer sur des éléments principaux, donc moteur de recherche à améliorer, un menu aussi à simplifier la navigation. C'est pas forcément des règles d'accessibilité pure, entre guillemets, mais ça va venir aider tout ça aussi, en fait, dans la démarche globale, quoi, de simplification, d'éco-conception et accessibilité. Les trois, en fait, se recoupent un peu tout le temps. Et voilà.
Donc, vous allez trouver l'interview en entier dans le support qu'on vous Mm. envoie à l'issue du petit-déj. Et puis aussi, vous le trouverez sur notre chaîne YouTube. Yep. Alors donc, du coup, en revenant sur notre sujet, comment rendre votre site accessible? Donc déjà, sujet numéro 1, vous conformez à la réglementation sur votre site existant. Mm. C'est ça qui va être important. Donc pour ça, vous avez 4 étapes à respecter. Étape numéro 1, faire un audit. Donc ça, vous avez le choix entre une prestataire externe ou en interne. Donc vous pouvez même faire l'audit chez vous directement si vous avez confiance en vos capacités à le faire. Pour ça, il y a pas mal de modèles disponibles du coup sur le site de la RGAA directement. Ils ont un outil qui s'appelle ARA qui vous Mhm. permettra de faire les audits de façon un peu plus simple. Bien sûr, ce sera toujours manuel, les audits ne sont jamais automatiques. Mm. Ensuite, vous avez à effectuer les améliorations pour obtenir à minima 50% de conformité, comme on vous l'avait dit, pour passer votre site à partiellement conforme. Donc ça, si vous avez vu des choses sur votre audit qui passent le site en dessous de la barre des 50%, vous allez donc du coup faire les évolutions pour le repasser à la barre des 50%, voire au-dessus. Ensuite, afficher la note obtenue et le niveau de conformité, donc comme on l'avait dit plus tôt, Mm. en préférence dans le footer et aussi dans sa propre page. Et enfin, afficher le contact accessible en général dans la même page que donc du coup vos pages. La déclaration C'est ça, d'accessibilité, quoi. déclaration d'accessibilité, ce genre de choses. Donc, comment est calculée la note de conformité? Donc ça, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est intéressant. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc, du coup, la RGAA, c'est une grille de 106 critères. Donc, chaque page de votre échantillonnage que vous allez faire sera évaluée sur ces 106 critères. À l'agence, quand on fait un échantillonnage, en général, on le fait sur une dizaine, une douzaine de pages, avec des pages obligatoires comme vos pages de contact, de plan de site, la page d'accueil, ce genre de choses. Et donc, du coup, ensuite, chacun de ces critères vaudra un point. Pas de pondération, donc du coup, ce sera une note de 106 sur 106. Si une page ne respecte pas le critère dans votre échantillonnage, alors le critère attendu, la note sera toujours de 0 pour ce critère sur toutes les pages. Donc ça, par exemple, imaginons, vous respectez les tailles de texte sur toutes vos pages, sauf sur votre page de contact, alors le critère ne sera pas respecté Mm. sur l'intégralité de votre site internet. Aussi, bonne chose à prendre en point, c'est que les critères qui ne sont pas, comment dire, notables sur votre Oui. site ou existants ne compteront pas dans la note et donc du coup, vous passerez donc du coup de 106 sur 106 à par exemple 92 sur 92 Mm. si vous n'avez pas de tableau de données par exemple sur votre site internet pour donner un exemple. Donc du coup, les 3 types de notes comme on en avait parlé, note en dessous de 50%, site non conforme. Entre 50 et 99%, votre site est partiellement conforme. Mm. Et à 100%, félicitations, votre site est totalement conforme. Alors donc, comment définir l'échantillon de pages à auditer? Donc ça, on a plusieurs types de pages dans les échantillons de pages. Comme je l'avais dit un peu plus tôt, on a tout ce qui est pages obligatoires dans l'échantillon, si elles existent, bien évidemment. La page d'accueil, la page de contact, les mentions légales, la page d'accessibilité, si vous aviez déjà fait donc du coup les efforts d'accessibilité, la page plan du site, les pages d'aide et les pages d'authentification. Donc ça va être toutes les pages qui vont nécessiter donc du coup soit des interactions avec vos utilisateurs, on pense surtout aux pages de contact ou d'authentification, et ça va aussi être les pages donc du coup qui auront le plus de chances d'être visitées par votre utilisateur, donc avec la page d'accueil aussi, et peut-être les pages de mention légale ou de plan du site pour les utilisateurs qui utilisent ce genre de page pour naviguer sur votre site internet. Après, on a aussi donc du coup d'autres pages. Les pages pertinentes pour chaque type de service fourni. Donc ça, on pense souvent donc du coup aux pages d'actualité par exemple, Mhm. ou si vous avez un site qui est plus par exemple un site du type immobilier, ça va être vos pages de biens. Ça va être toutes les pages qui vont donc du coup vraiment accéder à vos services. On a aussi tout ce qui est fonctionnalité de recherche. Si vous avez une barre de recherche sur votre site, est-ce que cette dernière est accessible? Est-ce que le résultat est accessible? Et au moins un document téléchargeable pertinent type PDF parce que les PDF sont aussi donc du coup soumis aux lois sur l'accessibilité et l'ensemble des pages constituant un processus. Donc ça, pour un site de type e-commerce, on va penser donc du coup au fait de mettre un produit dans votre panier,
le panier, le checkout et les pages de confirmation derrière qui vont faire tout le processus de vente sur votre site. Mm. Alors, en parlant de contact, est-ce qu'un texte "Contactez-nous" qui au clic ouvre votre logiciel de messagerie est accessible? C'est sans doute trop spécifique pour être répondu ici. Non, moi je trouve que c'est une bonne question. Oui, Euh, en fait, en soi, c'est possible. alors je dirais, Mm, c'est pas forcément le plus accessible. ouais. Si tu veux vraiment rendre ça accessible, le mieux, ça va être de mettre "Contactez-nous" et de mettre en dessous votre lien sous la forme, donc du coup, par exemple, de votre adresse mail directement. Donc c'est bien d'avoir un lien mail to, mais le mieux, ça reste quand même d'avoir donc du coup l'adresse mail directement en intitulé, ou comme on l'avait dit plutôt d'utiliser les Aria Label pour le mettre dans l'intitulé pour les lecteurs d'écran, pour que les gens qui utilisent les lecteurs d'écran aient plus de contexte sur où ce lien va les emmener en fait. Et puis en termes aussi d'ergonomie, Oui, parfois, ça ouvre pour le coup un navigateur de messagerie qui n'est pas configuré sur votre ordinateur mm, parce que vous utilisez que les versions en ligne ou ça ne fonctionne pas. Donc, vaut mieux quand même avoir à minima l'adresse mail, sinon un formulaire de contact. oui. Après, c'est bien d'avoir quand même deux types de contacts disponibles sur votre site aussi. Par exemple, si une personne a des difficultés à utiliser votre Mm. formulaire de contact ou a des difficultés peut-être à envoyer un mail. Sait-on Ouais, jamais. tout à Ça, fait. ça arrive aussi. Ouais. Et donc, du coup, en complément aussi, on a les pages ayant un aspect sensiblement distinct ou présentant un type de contenu différent. Donc ça va être une page, par exemple, qui présente une vidéo alors que vos pages obligatoires n'en ont pas ou des pages sélectionnées aussi au hasard qui représentent au moins 10% des pages de l'échantillonnage pour peut-être voir si vous pouvez récupérer donc du coup des normes d'accessibilité auxquelles vous n'auriez pas pensé autrement. Donc, est-ce que ça coûte cher de tout mettre en conformité? Bon, bah, c'est la petite, C'est la question c'est à la 1000 question euros. exactement qu'on a tirée tout à l'heure. Donc, comme on disait, donc il y a certains points qui touchent au design, d'autres au développement, d'autres au contenu. Par exemple, si vous avez oublié de renseigner donc la balise alt, hein, c'est le texte alternatif sur les images. Donc ça, bah, vous êtes autonome a priori, en tout cas dans WordPress, vous êtes Oui, autonome. Ça va vous prendre juste un peu de votre temps. Si par exemple le orange de votre logo qui est utilisé dans le menu ou sur les boutons par exemple, hein, dans d'autres éléments un peu clés de votre site, oui. on se rend compte que le contraste avec le texte est mauvais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit il y a plusieurs solutions, hein. Soit on refait tout votre logo et donc tous vos supports de com. Bon, là c'est un peu extrême, ça va Ouais, vous ça coûter fait un beaucoup. petit budget. Soit vous pouvez revoir le design de votre site. Bon, pareil, ça prend quand même un petit peu de temps, et en design et en développement. Soit vous pouvez mettre en place un dark mode. Bon, ça prend aussi du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va changer les couleurs, voire simplifier les couleurs. Selon les préférences de l'utilisateur, ça peut être Voilà, c'est sympa à ça. faire. En vrai, la solution la plus simple, c'est qu'on change un peu votre orange. Tant pis si c'est pas exactement le orange de votre logo. On a pris l'orange, hein, mais c'est n'importe quelle couleur, bien évidemment. Mm. Tant pis si c'est pas le orange, juste on revoit pour que le orange soit une couleur qui devienne suffisamment contrastée avec du blanc notamment. Du noir, a priori, il faut sera un orange très pâle. Oui. Du blanc, un orange très foncé. C'est des exemples pour voilà, rendre ça un petit peu concret. Euh, Autre exemple, dans votre formulaire, le petit RGPD qui dit que j'ai le droit d'utiliser les coordonnées de l'utilisateur dans le cadre de sa demande, il n'est pas accessible en naviguant au clavier. Bon, là, ça, c'est un gros point bien problématique. Oui. Donc là, ça demande un peu de développement, mais c'est 30 minutes maximum. Mais après ça va vous débloquer votre formulaire pour tous les gens qui Exactement. utilisent donc du coup la navigation clavier et mine de rien, c'est non négligeable Mm. avant ça, sinon votre formulaire sera bloqué pour ces personnes, tout simplement. Donc ça peut pas... On ne peut pas bloquer un utilisateur. Non. En tout cas, selon le nombre de critères, ça peut prendre voilà, entre 2 minutes ou plusieurs journées. Euh, Et puis, Alors, oui, bah, tu en as parlé tout à l'heure. oui, en effet, On ne oui. peut pas faire. Ça, c'est une bonne question. Et au fait, est-ce qu'on peut faire un scan gratuit de son site pour tester l'accessibilité? Alors, on aimerait bien,
On a cherché à l'agence et la réponse pour l'instant, c'est non. On ne peut pas. Il y a bien des outils qui sont capables d'automatiser du coup certaines parties de l'analyse, comme par exemple Lighthouse, qui va vous permettre de découvrir si vous avez des liens qui sont vides ou ce genre de choses. Mm. Mais en général, vous ne pourrez pas genre automatiser à 100% votre audit d'accessibilité. Les intelligences artificielles et les outils d'analyse ne pourront pas, par exemple, faire la différence entre une image qui est là juste à caractère décoratif ou une image qui contient de l'information. Mm. Ça, ce sont des choses qui sont impossibles et qui doivent être vérifiées par des humains. Autre petite question qu'on peut se poser aussi au niveau de tout ce qui est accessibilité, c'est une Mm. petite surcouche d'accessibilité. Est-ce que c'est la solution miracle? Si mon site n'est pas accessible, est-ce que je peux utiliser un outil qui va rajouter donc du coup un petit peu genre changer le texte pour les utilisateurs ou augmenter le contraste directement? Alors donc du coup ça on a une réponse officielle. La Commission européenne a statué en décembre 2023. Les surcouches accessibilité ne sont plus obligatoires, voire elles nuisent à l'accessibilité. Oui, car la plupart du temps, les personnes qui donc du coup ont des difficultés à naviguer sur les sites auront déjà des extensions customisées, donc du coup, selon leurs troubles, déjà installées sur leur navigateur ou sur Mm. leur appareil directement. Et donc, grâce à ça, en fait, ils auront déjà la surcouche d'accessibilité nécessaire. Et votre surcouche à vous va rajouter ben, justement peut-être des difficultés en doublant ou en augmentant beaucoup trop la dose, donc du coup, d'accessibilité nécessaire. Et donc, pour ça, on a donc du coup un petit exemple qui montre que les surcouches d'accessibilité créent parfois des incohérences Mm. du fait que les réglages aussi sont souvent automatiques. Donc, est-ce que les contrastes vont être lisibles partout en imaginant que la surcouche d'accessibilité pense que l'intégralité du fond de votre site est blanc? Mm. Dès que vous aurez un fond d'une autre couleur, parfois ça va faire tout flancher sur certaines parties et ça va juste devenir illisible en fait Mm. et devenir juste pire en fait. Alors, Juste, excuse-moi, oui, avant de te couper, j'ai deux petites questions. oui. Sur est-ce que Lighthouse analyse aussi les ratios de couleurs? Alors non, justement, on a d'autres outils pour ça. Moi, celui que je conseille d'utiliser, vous pouvez chercher ça directement sur Google Chrome, sur votre navigateur. Vous pouvez mettre Web Contrast Checker ou WCAG Contrast Checker. Et donc, à partir de là, vous aurez plein de sites web qui vont vous proposer en fait de rentrer la couleur du texte, la couleur du fond, et ça va vous donner du coup tout ce que vous devrez savoir au niveau Mm. des contrastes et si c'est accessible pour les gros textes, les petits textes ou peut-être vos éléments interactifs. Et puis on a Karine qui nous dit qu'il y a aussi Tanaguru Web X qui permet de tester environ 30% des critères. Oui, en Ok. effet, il y a pas mal d'outils qui existent qui permettent justement de tester une partie des critères. Mais comme on l'avait dit plus tôt, c'est juste 30% des critères. Mm. Donc sur 106, ça va correspondre à peu près, je dirais, 34-35%. Mm. Ça, c'est génial, ça va nous permettre d'avancer un peu plus vite. Mais encore une fois, derrière, on va avoir 2 tiers des critères qui vont quand Que même tu vas devoir devoir être quand même faire à la main. vérifiés plus ou moins à la main, ou on va Ouais. devoir utiliser donc du coup d'autres outils pour Mm. ça. Alors, comment prioriser aussi sur vos critères? Donc ça, vous avez plusieurs moyens de faire. Le moyen qu'on vous conseille pas trop, c'est si vous voulez juste augmenter votre note, vous allez identifier les évolutions qui prennent peu de temps, les plus simples à faire ou celles qui sont donc du coup isolées uniquement sur une page, et identifier les critères pour lesquels, ben, comme j'avais dit, une seule page est impactée. Vous allez changer ça et boum, votre note va augmenter d'un coup très rapidement. Nous, comment on préfère faire, du coup, c'est plus prioriser les besoins de vos utilisateurs. Donc pour ça, c'est plus mieux d'avoir des ateliers utilisateurs, voir les endroits qui bloquent vraiment, et si possible, un atelier avec des personnes dans votre organisation qui sont en lien fort avec vos cibles. Donc du coup, ça va être, par exemple, si vous faites du service après-vente, est-ce que vous avez des cibles qui sont vraiment en lien et qui vont connaître un peu mieux le process et peut-être les points bloquants du Mm. process en fait, ou qui ont eu accès à des clients qui leur ont donné parfois des feedbacks pour leur dire ben j'ai eu des difficultés à accéder à cette partie de votre site. Mm. Ça arrive aussi et on a souvent des gens donc du coup qui ont ce genre d'expérience ben, déjà dans les Mm. agences et dans les entreprises. Ensuite, ce qu'on disait aussi un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est un sujet qui est à penser dès le début, quand vous allez travailler un site, parce que on va y penser en fait bah, tout au long du projet.
déjà dans la phase de conception dans laquelle on va faire la rédaction, l'optimisation des contenus, l'ergonomie, le design et puis ensuite dans la phase, 2 de production, donc dans le développement, l'intégration des contenus et puis c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, en continu, en fait. Et donc voilà, c'est pas que du design, c'est pas que du contenu, c'est pas que du développement. Il y a un peu des choses à faire dans les 3. C'est là où, bah, vous avez quand même, a priori, besoin aussi de votre, prestataire web, sauf si vous avez des développeurs en interne qui gèrent directement vos solutions techniques, hein, ce qui est tout à fait possible. Mm. Et puis, bah, voilà, ça, c'est un sujet qu'on évoque aujourd'hui en novembre 2024. Oui. C'est sûr, on se reparle en novembre 2025, il y aura des nouveautés. On se reparle en novembre 2026, pardon, il y aura d'autres nouveautés. Donc c'est aussi des choses qu'il faut suivre à long terme, à la fois dans les actualités, mais aussi rattraper le retard qu'on a pu Et prendre. aussi, les sites évoluent sur le temps. C'est-à-dire que Mm. si jamais vous rajoutez du contenu sur votre site ou des nouvelles fonctionnalités, assurez-vous que ces dernières respectent aussi les normes d'accessibilité pour éviter de faire baisser votre note derrière. Oui, tout à Ça, fait. c'est quelque chose d'autre à prendre Ouais, un petit peu en compte ouais, quand vous exactement. rajoutez des choses sur votre site. Et puis c'est aussi à vous, hein, en tant que créateur de contenu et administrateur, hein, de bien alimenter votre site pour qu'il reste accessible, hein. On parlait des balises alt, Oui. la hiérarchisation des titres, les contenus courts, etc. Voilà, on vous a dit tout ce qu'on avait à vous dire. C'est pas mal. Est-ce que vous pouvez chacun nous dire éventuellement les 3 choses que vous aimeriez changer sur votre site? Là, comme ça, après, après tout ce qu'on vient de vous dire. Nous, qu'est-ce qu'on pourrait changer sur notre site? Alors, on a déjà fait les balises alt il n'y a pas longtemps. Mm. Merci à Cécile Ça a pris qui du temps, a oui, ça c'est géré sûr. je ne sais pas combien de médias. C'était une demande pour le référencement naturel, donc parfait, ça tombe bien. Mm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Moi, j'aurais tendance à dire quelque chose qui revient souvent sur les différents audits que j'ai faits aussi, c'est faites bien attention à tout ce qui est, par exemple, le header et la navigation sur le site. Ok, donc l'entête dans lequel on a C'est ça, notre oui. menu principal, là, ok. L'entête avec le menu, s'assurer que cette dernière soit bien navigable au clavier, par exemple. Ça, c'est très important. Ouais, Et souvent, c'est pas pris en compte. ouais, bah, Mm. ouais. Ok, donc bien vérifier ça. Oui. Ok, très bien. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez Mm. continuer à nous mettre des petits retours, nous on prend. Mettre des textes sur chaque photo. En Oui, effet, oui, ça, c'est un très bon point. C'est aussi un point qui revient souvent sur les oui, audits. Les gens, parfois, en fait, juste ne mettent pas les textes sur leurs photos. Et ça, c'est important de le faire à chaque fois que vous rajoutez une photo parce que sinon, ça s'accumule très vite aussi. clairement. Très, très vite. Et donc on a une deuxième interview dans ce webinaire. Donc pareil, on va vous mettre un extrait. Là, c'est avec Aurélie qui est transcriptrice, pardon, en Falk. Mm. Donc le Falk, on n'en a pas du tout parlé, mais c'est en fait de la rédaction, c'est une manière de rédiger les contenus. Donc Falk, c'est facile à lire et à comprendre. Donc là, c'est une technique de rédaction qui est à destination des personnes vraiment en situation de handicap. Mais comme on disait, cette simplification qu'apporte le Falk peut être utilisée pour tout le monde. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis en train de dire exactement ce que Aurélie va dire dans l'extrait que vous allez voir de suite. Tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton métier, en quoi ça consiste. Bonjour, moi je suis transcriptrice en FALC depuis 2018 et donc le FALC c'est le facile à lire et à comprendre, c'est rendre accessible l'information aux personnes à la base donc ont un handicap mental, c'est pour ça que ça a été créé le FALC, mais ça peut servir à plein d'autres personnes, donc des personnes qui ne parlent pas bien français, des personnes qui ont un autre handicap, des enfants, des personnes âgées, donc c'est vraiment un outil qui peut au final servir à tout le monde. Alors, je travaille beaucoup dans la culture, moi, j'ai cette particularité-là. Donc ça va être pour des théâtres, des salles de concert, beaucoup de festivals, des musées. Mais je travaille aussi pour la ville de Rennes, beaucoup, et des structures médico-sociales aussi. Donc c'est des structures qui accompagnent les personnes en situation de handicap. Tu nous as ramené des livrets, donc des projets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous expliquer sur ces projets-là? Des livrets sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc il y a donc c'est que des documents de Rennes. Il y a le festival Travelling par exemple, et le festival Les Tombées de la Nuit, le Triangle, la salle de danse, le Théâtre National de Bretagne. Donc maintenant il y a beaucoup de lieux culturels qui font des faciles à lire et à comprendre. C'est presque devenu automatique maintenant.
Et il y avait un autre pour la ville, pour montrer qu'il n'y a pas que la culture, et qu'un document en file qui peut servir à tout le monde, c'était sur le tri des déchets. Et tu vois, ça, au final, on aurait juste besoin de ça, ça suffirait pour tout le monde. Pas besoin d'avoir deux documents différents. Du coup, il n'y a pas deux versions de... Eh ben, pour celui-là, non, mais pour les programmations de festivals, si. Ok. Il y a le programme qu'on trouve partout, et il y a un document facile à lire et à comprendre, plus visé pour les personnes qui en ont besoin. On donne les textes déjà en même temps qu'en fait ils font l'autre version. Et après, comme ça, on peut faire la mise en page ensemble pour essayer qu'il y ait une charte graphique aussi un peu pareil, même si dans le facile à lire et à comprendre, il y a la sobriété, c'est le meilleur moyen pour que ce soit le plus accessible possible. Facile à lire et à comprendre, il y a plein de règles sur la rédaction, donc c'est utiliser des mots simples, faire des phrases courtes, sur la mise en page aussi, donc il faut qu'il y ait un contraste au moins de 70%, qu'il y ait une police simple à lire, donc police sans empattement, police de bâton. Faire attention aussi aux couleurs utilisées, donc ça, il y a pas mal de règles qui sont répertoriées dans un guide. Et une fois qu'on a fait un document en respectant ces règles, on le travaille et on le fait valider par un groupe de personnes qui sont en situation de handicap mental, justement. Donc je ne peux pas faire ce document-là toute seule. J'ai pas le droit de mettre le logo. Donc là, sur chaque document, il y a le logo facile à lire et à comprendre. Et ce logo-là, j'ai le droit de le mettre que s'il y a des personnes avec handicap mental qui m'ont dit que là, c'est bon, ce document-là, il leur va et tous les mots sont compréhensibles pour eux. Toutes les photos aident à la compréhension. Voilà. C'est vraiment eux qui ont le dernier mot. Du coup, je vais dans des établissements médico-sociaux, donc ça peut être des IME, instituts médico-éducatifs, ou des ESAT, c'est les établissements et services qui accompagnent par le travail. Et donc, ils préviennent, ils disent Aurélie, elle vient faire un atelier, par exemple, sur la programmation du festival Waterproof en novembre. Qui veut participer? Les gens, ils s'inscrivent pour venir. Et du coup, ça dure à peu près 1h30. Ok, donc pareil, vous allez pouvoir retrouver la suite de l'interview ou revoir l'interview dans le support qu'on va vous envoyer à l'issue du live. Donc merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires dans le chat, vos réponses. Donc ça, c'était top. Donc comme je vous disais en intro, donc on a des webinaires, on a des podcasts, on est présent sur LinkedIn où on est pas mal actif, on a le blog, les webinaires sont aussi disponibles en replay. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui concerne les chouquettes. Si vous avez apprécié passer ce quelques temps avec nous, n'hésitez pas à nous déposer un avis sur Google. C'est très précieux pour nous parce que ça nous donne de la visibilité et ça nous fait aussi très plaisir. En effet. Surtout pour Pierre, dont c'était le premier live, que j'espère tu vas revenir pour les prochains, l'année prochaine. Oh ben oui, ce serait Ouais, chouette, ouais, trop cool. de temps en temps. Prochain petit déj le 19 décembre sur le sujet de LinkedIn. Et puis, Emma est en train de travailler sur le calendrier 2025, donc on devrait bientôt vous sortir les nouvelles dates pour l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Désolée d'avoir un peu débordé du fait qu'on a commencé en retard. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne journée. Oui, merci.